Salut à tous les internautes. Santé à l'emménagement. Il va arrêter de me péter les couilles. Il se pourrait que je les ai un peu secoués dans la bagnole. Ouais, je vois ça. Chez toi, c'est un peu compliqué. Oh putain. Oh con. Ouais, ils vont secouer, ouais. Mais oui, mais moi aussi je suis triste, mais bon, qu'est-ce que tu veux, petit pampounet? Tu vas partir à ma sœur. Mais ce n'est qu'un au revoir, petit pampounet. Je viendrai te kidnapper au prochain épisode. Yo les Schwab boys. Oui, longtemps depuis la dernière vidéo et c'est normal, vous aurez compris que j'ai totalement déménagé ma vie, mon atelier, ma bagnole avec toutes les galères qui vont avec ce dernier mois. Donc il y avait du charbon parce que rester chez ses darons toute sa vie c'est absolument pas pime du tout et grâce à vous. Donc je vous en remercie encore une fois. Depuis que j'ai sorti les épisodes sur cette bagnole, et vous faites plein de vues, plein de likes, plein de partages. Donc c'est super gentil et ça me fait de la YouTube money pour pouvoir me payer une petite location, donc une petite baraque avec un hangar ici, enfin un hangar, un truc couvert où je peux bricoler dans la campagne perdue de Saint-Étienne, là-bas où c'est pas cher parce que personne va aller. Moi, ça me gêne pas, tu vois, la campagne, j'adore ça. Donc voilà, j'ai ça. La grange est pas incroyable, mais elle fait le taf. Mais le problème, c'est que là, c'est pas fermé. Donc c'est genre 6 mètres de haut sur 7 mètres de large de pas fermé. Par terre, c'est de la grosse caillasse. Donc c'est vraiment pas pratique. Par exemple, la fraiseuse, je sais pas comment la bouger. L'électricité évidemment aux normes. Donc toute l'alimentation se fait par cette prise toute pétée qui va dans un interrupteur qui date de l'époque à Staline. Multiplication néon qui part dans une ampoule à filament, qui part dans une prise, qui part dans deux prises, qui part dans un néon. Autant dire que tu mets 3 ampères là-dedans, tu brûles ta maison et l'assurance te rembourse même pas. À l'instant, je viens de remarquer ce truc horrible et ça fait extrêmement peur. Et non, moi non plus, je savais pas que l'ancienne locataire était une putain de sorcière. Ah, poulet, crotte. Oh non, toi t'es tout moche, tu seras pas mon nouveau pompon. Et ces deux parties-là fermées sur dalle en béton, ça appartient au propriétaire, donc c'est pas à nous. À l'intérieur, il y a une multitude de ratons bizarres. Je crois qu'on appelle ça des rabbits. Gousi, les petits rabbits. Bon, si vous vous souvenez de la dernière vidéo, ça s'est terminé un peu abruptement par la cristallisation de mon sel. J'ai fini par balancer la ressort à l'autre bout de l'atelier de Focus RS MK1 parce qu'en fait la vidéo a consisté à avoir des mauvaises surprises, donc c'était le burn-out total. J'ai pris une semaine au bled, je suis retourné en Roumanie pour réfléchir. Et comme d'habitude, on va tenter des trucs, donc il reste beaucoup de travail avant de terminer ce moteur. On va le finir dans cette vidéo et c'est parti. Avant de continuer, je tenais à remercier Car Vertical de sponsoriser cette vidéo. Donc Car Vertical, c'est un site en ligne qui te permet d'accéder à des rapports historiques de n'importe quel véhicule relativement récent que tu es en train d'acheter. Et quand tu es en train de lâcher plusieurs milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros pour acheter un véhicule, ça peut t'éviter bien des surprises. Prenons l'exemple de cette magnifique Ford Focus MK2. Donc dans ce rapport, tu peux vérifier que la voiture ne soit pas volée, ce n'est pas le cas ici. Tu accèdes au kilométrage réel du véhicule, car il existe des situations, notamment sur les voitures de kéké, où tu enlèves des kilomètres avant de le vendre. Et ce n'est pas le cas ici, donc parfait. Juridiquement, les papiers sont réglo, mais quand tu descends, là, tu constates que la voiture a enregistré 2 accidents en 2019. Tu as les photos. Elle a tapé sévère. J'aurais bien récupéré les pièces, mais non. Malheureusement, en 2020, elle a été remise à la vente. Et l'acheteur lambda, tu te doutes bien qu'il ne sera pas au courant qu'elle a été retapée visuellement, tu vois, et potentiellement, l'acheteur ne pourra plus jamais passer de contrôle technique. Le lien du site est en description. Si jamais tu veux stalker le véhicule de tes rêves, le code promo moins 20%. Yeah boy, on passe à la suite. Sunatate. Ok, j'ai réfléchi et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser les ressorts d'origine. Mais après avoir goûté à l'inspiration ancestrale, je me suis dit que je vais recopier une technique ancestrale de Roumains et de Français d'ailleurs des années 80 et 90 qui consiste à mettre une rondelle pour précharger ce ressort de soupape pour limiter, soi-disant, le flottement des soupapes. Et non, la raideur ne change pas.
Donc on ne va pas rendre ces ressorts plus raides, on va simplement augmenter la force seuil minimale qu'il va falloir pour ouvrir la soupape et aussi la pression sur le siège de soupape. Je vois pas en quoi ça va limiter mon flottement, ça n'a aucun rapport, mais écoute, ça a été fait, soi-disant, ça marche. Je sais pas si c'est vrai, on va tester, et puis merde. Pour remonter les soupapes, je me suis fait un petit outil, façon charte du rat. C'est l'article 1, on peut pas faire plus clair. Bien sûr, faut pas oublier qu'on est chez Ford, donc des rondelles de taille standard qui passent sur les joints de queue de soupape, impossible à trouver. Donc j'ai pris au plus proche et ensuite je rabote à la pierre. Ensuite on cale la petite rondelle à l'intérieur, tout au fond. La légende raconte que quand tu as fait les pires dingueries dans ta vie, et quand tu iras en enfer, bah ta punition, ça sera de remettre des demi-lunes comme ça sur des moteurs pour l'éternité. J'ai remonté les 16 soupapes, ça m'a littéralement pris une journée entière à réaliser toutes les rondelles, une par une, remonter les 36 demi-lunes et tout ça. Bref, j'espère plus jamais avoir à refaire ça. Donc maintenant, tout est monté et on peut faire les tests d'étanchéité. Donc pour ça, on va prendre un pic-pic à Buffalo et on remplit les chambres. Alors là, j'ai mis de l'eau. C'est pas la meilleure chose à faire. Normalement, tu mets de l'essence parce que c'est beaucoup plus fluide et tu peux beaucoup mieux détecter les fuites. Et là, on souffle en dessous au compresseur. Et dans tous les cas, ça se verra. S'il y a des fuites, elles seront là. Voilà, aucune bulle. Alors c'est surtout les soupapes d'échappement où j'avais un doute parce que j'ai enlevé beaucoup de matière, mais même pas une micro-bulle. Rien du tout. T'as vu, zéro fuite, donc je suis content, c'est-à-dire que j'ai pas perdu mon temps pour rien. Ça c'est pimp. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on découpe une petite plaque de plexiglas, on la colle avec de la graisse de riche, et on mesure le volume des chambres de combustion pour calculer l'URV. C'est parti. On badigeonne ça de graisse de riche, voilà, sans trop dépasser dedans sinon ça fausse un peu le volume, même si on va pas se branler les couilles, on n'est pas dans la précision. Il faut qu'il y ait une zone dans un coin un peu plus surélevé, tu vois, pour que les bulles elles remontent par là, sinon ça va te faire des bulles en plein milieu. Et c'est parti. Ensuite j'ai préparé cette seringue, alors je l'ai préparée sans bulles avec 60 ml. Alors vous allez encore me casser les couilles et me dire que c'est pas précis, ta seringue, ces graduations c'est pourri. Et franchement elle est énorme ma chambre de combustion. Je pense que j'aurai un RV du Moyen-Âge. Il m'en reste 12. Je note, c'est bien gentil, on connaît le volume de la culasse, mais on connaît pas encore le volume du dôme qu'il y a dans le piston. Donc il faut qu'on mesure ça aussi. Donc je fais pareil, je colle ça. Et ensuite j'y mets de la flotte. Ok, il m'en reste 37. J'ai mesuré tous les volumes dont j'avais besoin pour faire le calcul et je connais l'épaisseur compressée de mon joint de culasse, donc c'est 0,6 mm. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour faire le calcul du rapport volumétrique. Comme d'habitude, c'est pas moi qui vais m'en occuper, la partie calcul c'est Jean Puceau. Ah bah bien sûr, j'ai plus de tableau. Un truc comme ça. Ah merde, faut que je perce. J'ai pas le droit de percer. Salut, bonjour. Alors concrètement, pour calculer le rapport volumétrique, c'est très simple. En fait, tu as deux volumes qui ont leur importance. C'est le volume quand le piston est au point mort haut, c'est-à-dire tout en haut, et le volume du moteur quand le piston est tout en bas. Ensuite, en haut, eh bien, tu as trois volumes. Tu as le volume VQ, c'est le volume de la culasse. Ensuite, tu as vagin, c'est le volume créé par l'épaisseur du joint de culasse. Et ensuite, Vpis, c'est le volume du dôme qu'il y a, enfin du cône, enfin tu as compris, qu'il y a dans le piston. Alors en fait, à cela, lorsque le piston il est tout en bas, s'ajoute le volume du cylindre. Alors le volume du cylindre, il est donné par le constructeur. Moi, je sais que c'est un moteur de 1988 cm3 divisé par 4, et ben ça me fait 400
97 cc. Ensuite, eh bien, le rapport volumétrique, c'est grand V cylindre, c'est-à-dire celui-là, plus le petit volume. Et le petit volume, on a dit que c'est l'ajout des 3 volumes précédents. Alors, VQ, eh ben, on vient de le mesurer, donc avec notre seringue. Alors, attendez, c'est 47,8. Ensuite, vagin, on a dit que c'est le volume du joint de culasse. Ça, c'est pi r carré fois la hauteur du joint de culasse. Donc, ce qui nous donne 3,38 cc. 3,38 cc pour un joint de culasse de 0,6, c'est-à-dire le plus fin que je trouve sur le marché. Et ensuite, VPIS, on a dit que c'était 23. Donc voilà, ça nous fait ça, un total de 74,19. Et il ne reste plus qu'à calculer R. Alors le rapport volumétrique, 7,7. Quoi? C'est quoi? Vous connaissez un rectifieur là sur Saint-Étienne? C'est la merde, frérot, je peux pas tourner avec ça à l'éthanol. Bon, on va pas se le cacher, clairement. C'est un petit peu la honte. On est en 2023 et je suis en train de monter un moteur avec un RV de 7,7. Clairement, les RV aussi bas, genre 7,5, 8, c'est du passé. Ça se faisait dans les années 80-90, quand à l'époque, il n'y avait pas l'éthanol au sans-plomb. Donc oui, il y avait du cliquetis, oui, il fallait décomprimer et oui, en théorie, tu peux choper, tu peux gratter un peu plus de puissance en haut lorsque tu as décomprimé un moteur et que tu as soufflé plus fort comparé, soi-disant, à un moteur avec un RV plus élevé dans lequel tu as soufflé moins fort. Je sais pas vraiment si c'est vrai, peut-être que c'est vrai d'ailleurs, mais voilà, j'ai pas assez creusé le sujet. Mais en tout cas, moi je suis extrêmement déçu d'avoir un RV aussi faible. Parce que non seulement je vais galérer à démarrer à froid en hiver à l'éthanol, en plus je vais spouler comme un connard, ça va pas spouler, donc tu vois, pied au plancher, il se passera rien, tu auras aucun couple à bas régime, mais moi ça me fait chier. Et ouais, j'avais envie de faire un moteur un peu plus punchy, tu vois, et là décomprimé à 7,7, ça fait ultra pitié, faut pas faire ça, Les Mexicains, ces grands malades, ils mettent des RV de 11 et ils mettent 2 barres dedans, tu vois, ils sont pas là pour enfiler des perles. Et ils ont l'éthanol aussi, pareil, les Suédois, les Norvégiens, en général, ils décompriment pas comme ça. Mais bon, bref, tant pis, je remonte ça tel quel parce que j'ai appelé un usineur et il m'a dit qu'il me prenait 100 balles pour enlever 1 mm sur ma culasse, donc déjà, il se branle. Et en plus, il m'a dit, si t'enlèves pas tes soupapes, c'est 300 balles. Mais frérot, tu brides pas sur les soupapes. Bah ouais, mais c'est 300 balles. D'accord, ok, donc voilà. Clairement, je vais remonter ça tel quel parce que la vie m'énerve. Et aussi, faut que je vous parle de mes cauchemars des dernières semaines. Vous vous rappelez, j'ai remonté les bielles telles quelles avec les vis de bielle déjà réutilisées par le passé. Donc en gros, le problème de ces vis de bielle, c'est qu'elles sont étirées dans la zone irréversible en fait. Tu sais, quand tu prends un matériau, une vis ou un échantillon, un métal quoi, et tu l'étires un petit peu, et t'es dans sa zone élastique, tu lâches, ça revient. Si tu l'étires trop, tu vois, trop fort, tu rentres dans sa partie irréversible, donc tu l'as fragilisé en fait, et c'est le cas de ces vis. Et non seulement elles vont prendre 350 chevaux ou plus dans la gueule, mais en plus elles sont déjà préétirées en fait. Donc je me suis dit c'est mort, je vais pas suicider mon moteur parce que je suis un gros rat qui veut pas dépenser 100 € dans de la RP. Donc oui, j'ai craqué mon slip et j'ai acheté des vis ARP en espérant que c'est pas des contrefaçons et on va les monter. Tu payes ça 100 € et ils daignent même pas afficher le couple de serrage. Donc tu es obligé d'aller sur un site random, chercher un tableau qui dit que pour 8 mm, une force de traction de 190 000 PSI, blablabla, il faut que tu serres à 28 foot par le bzz. Très important quand tu installes des vis ARP, toujours bien se dilater l'urètre avec la vis avant de l'installer. C'est vraiment très important pour les performances de ton véhicule. Oh ouais, j'ai mis de la RP. Oh, j'aime quand c'est serré comme ça. 25 foot par le bzz. Ok, il est temps de remettre la culasse. Le petit joint de 0,6 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je crois que j'ai tout mis à l'envers. Fuck. Le dernier nettoyage qui verra avant de casser.
Voilà. Ma culasse est remontée, tout est serré au couple et maintenant il est temps de remettre les poussoirs hydrauliques. Alors là, les poussoirs hydrauliques, si tu les enfonces, tu constateras qu'il y en aura des mous, il y en aura des durs et ces poussoirs-là, ils ont 320 000 km. Donc clairement, non seulement j'ai été con, donc j'ai tout mélangé, je sais pas lesquels vont sur quelle cam et ça c'est très con parce que du coup, tu vois, chaque poussoir a rattrapé un jeu, il a enregistré une position pour un jeu d'une certaine soupape. Bon, on va pas se branler sur des centièmes, mais grosso modo, tu sais, t'en as des durs, t'en as des mous, t'en as qui cum par le petit trou, tu vois. Alors pas celui-là, mais celui-là. Là, il cum par le petit trou et il est, ça veut dire en gros que la petite bille qui fait office de non-retour, bah, elle marche pas très bien parce que du coup, lui, il sort alors qu'il est pas censé ressortir. Bref, globalement, tu sais pas lesquels sont bons, lesquels sont morts et si t'es un vrai pimp, tu vas pas en racheter 16, sachant que ça coûte 12 € l'unité. Si tu es un vrai pimp, ce que tu fais, c'est que tu les prends, tu les démontes, tu les nettoies et tu les remontes. Là, je fais le malin parce que j'ai compris, mais je vais pas te mentir que j'ai appelé Matt Forge Motor pour qu'il m'explique comment il fait ça, parce qu'il a fait ça sur sa Corsa et il a montré une technique pour ouvrir ces trucs-là de façon relativement simple, les démonter, les nettoyer. Moi, je savais même pas que c'était possible, je pensais que c'était certi, mais en fait non, donc je vous montre ça tout de suite. Donc tu prends ton poussoir, tu prends une plaque en bois, donc c'est la technique de Matt Forge Motor, hein. Il n'y a que lui qui fait ça, donc je lui attribue les droits d'auteur. Tu prends comme ça et tu l'exploses. Ah, ouah, putain, tu te défonces les doigts jusqu'à ce que le petit piston y sorte. Alors voilà comment ça se présente pour le nettoyer. Déjà à l'intérieur ici, tu as un canal. Là, tu as un canal qui va à l'intérieur et ça, c'est systématiquement bourré de merde. Donc, un petit coup de dégraissant sous pression dedans. Lui, il est complètement bouché. Et ensuite, tu as un piston. Dans le piston, tu as un autre piston avec un ressort. Faut pas que tu le perdes. Mais le plus important, ce qu'il faut pas perdre, c'est ça. Là-dedans, tu as un petit téton. Pareil, un coup de dégraissant. Un petit téton, une espèce de petit circlips, en fait une cage avec une bille. Donc c'est là que tu trouveras la soupape d'anti-retour. Donc là, tu as ton petit ressort de la soupape anti-retour, ta petite bille, la petite cage, le piston dans le piston et le poussoir. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout nettoyer, enlever toute la crasse et déboucher les conduits. Et ensuite, on va le remonter. Et donc là, ça va te permettre d'économiser 200 balles. Et là, tu vois tout ce que tu as au fond, toutes les particules solides là, et bah c'est toute la merde qu'il y avait à l'intérieur du conduit. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Il y a un petit ressort qui est parti de mes mains, tu sais, le micro ressort, le truc de la bille, de la soupape, qui a volé et qui a atterri dans les gravillons. Putain, incroyable. Tu vois la toile d'araignée? Elle a chopé le petit ressort là. Ah, merci l'araignée, t'es là, bro. On comme ça un max d'huile et on remonte les poussoirs. J'ai remis les poussoirs et maintenant on peut remonter les arbres à cam. Donc un petit coup de nettoyage au WD-40 et puis c'est reparti, hein. De toute façon c'est les arbres à cam d'origine, il n'y a pas de surprise. Et ensuite on peut les remettre à leur place. Alors vous ferez gaffe sur les paliers, en fait les paliers des arbres à cam ici, il y a un ordre de serrage qu'il faut respecter. Si tu respectes pas l'ordre de serrage et tu serres au pif, et bah tu as des grandes chances de péter en deux ton arbre à cam, parce qu'en fait c'est fait en une fonte extrêmement dure. Enfin, c'est pas encore tout à fait moi le matin, mais c'est quand même assez dur et très cassant. Donc si jamais tu forces entre deux paliers qui sont pas censés être serrés en même temps, et bah ça fait des chocs à pic. Et là, je me rends compte en remontant les poulies des arbres à cam qu'en fait, le Zetec, il n'a pas de clavette. Donc en gros, tes poulies, c'est comme si tu avais des poulies réglables. Tu peux faire ton calage comme tu veux en bougeant la poulie, tu la serres et tu gardes ce calage-là. Donc ça, c'est cool. Par contre, si ces poulies, elles ont le malheur de glisser,
bah là, piston, bisous, soupape. Donc voilà, c'est un avantage, mais aussi un gros inconvénient en fait. Oh, ouais, shiny. Rosa paillette, premier prix. Pour la gloire! T'as vu comment on sent bourgeoise chez Ultimate Making? Ok. On a un truc comme ça. Ça m'a l'air pas mal. Une fois que la distrib est mise en place, il faut serrer ces vis-là. Donc les serrer très fort, sinon comme je vous ai dit, bah ça bouge et du coup tu défonces tes soupapes. Donc en fait pour serrer ça, il faut bloquer la rotation des arbres à cam. Et l'autre fois j'avais pété mon arbre à cam parce qu'en fait je croyais qu'il fallait bloquer ici avec une cale, tu vois. Donc là j'ai mis une cale et en fait ça pète comme du verre, c'est pas solide du tout. Et il faut se mettre là sur l'arbre à cam et glisser une clé et retenir la rotation. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que déjà, non seulement ta clé, elle a un jeu de bâtard, et il n'y a aucune clé qui passe correctement, parce que l'emplacement, il est pas parallèle, tu vois, il est pas parallèle pour glisser la clé, c'est conique. La clé, elle passe d'un côté, mais elle passe pas de l'autre, tu vois. Et en plus, la clé, elle arrive en butée très rapidement sur l'aluminium, et ça attaque l'aluminium. Bref, c'est fait avec le cul, comme d'hab, voilà. Ah, et en plus l'empreinte torx ici tout arrondi, toute pourrie. Ils auraient pu faire une tête hexagonale pour que tu l'arrondisses pas, mais ils ont tout fait pour que ça casse en fait. Donc ça là, on est bien d'accord, c'est un moteur d'origine qui est atmosphérique, avec des arbres à cam atmosphériques et un calage d'origine pour de l'atmo. Tu te doutes bien que pour du turbo, c'est pas optimisé ni pour le spool du turbo, ni pour l'admission en sural. Donc, ce que je me suis dit que je vais faire, c'est que vu que j'ai entre guillemets la chance d'avoir des poulies réglables, j'ai pas de clavettes, je peux les orienter quasiment comme je veux. On va faire un peu de travail et on va travailler intelligemment pour optimiser un petit peu le passage en turbo. Donc là, j'ai imprimé ça sur du papier, hein, j'ai collé ça sur du carton. C'est une roue graduée avec des angles, on va le mettre sur le volant moteur. On va mettre des comparateurs sur les poussoirs hydro et ensuite on va modifier un peu le calage des arbres à cam façon ghetto. Alors ici j'ai un petit comparateur AliExpress, donc son support ça coûte 10 balles et là le comparateur coûte 10 balles. Donc on va l'utiliser pour mesurer les levées des soupapes. Mais vu que la culasse est en aluminium, je ne peux pas aimanter le socle dessus. Donc je vais fabriquer une plaque ici qui va se fixer sur la culasse et ensuite je pourrai fixer le comparateur et mesurer donc mes histoires de cam. Grosse plaque d'acier. Et perçage comme à l'ancienne, hein, c'est sûr que c'est un sacré retour en arrière par rapport à l'atelier que je m'étais fait chier à construire avant, mais comme je vous ai dit, je peux pas rester éternellement chez les darons, tu vois, il y a un moment, il faut que je prenne ma vie en main. Parce qu'en fait, en parallèle, je suis en train d'aménager ici aussi, mais ça, je filme rien et je le fais hors caméra, parce que je suppose que ça, c'est de l'aménagement et que de toute façon, tout le monde s'en bat les couilles. Donc j'ai mis mon moteur au point mort haut et j'ai mis un petit repère ici, une petite aiguille sur le donc 0 top dead center. Et ensuite j'ai fixé donc mon comparateur sur ma plaque que j'ai fixé sur l'arbre à cam, enfin sur le côté, t'as compris. Et donc je lui ai fait une rallonge qui passe pile entre la cam et le palier ici et qui vient toucher en bas en fait le poussoir. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire retater le moteur et on va relever ici les valeurs de levée de soupape à chaque angle. Donc côté admission, j'ai tout relevé. On a une levée maximale de 9,36 mm vers 120 degrés. Enfin, bon, de toute façon, on tracera un diagramme Excel avec les deux titres en fait de l'échappement et de l'admission. Et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Mais avant, du coup, il faut qu'on mesure l'échappement. Donc j'ai mis le comparateur de l'autre côté, vers la cam d'échappement. Et ensuite, faut faire la même chose, encore une fois. Les mesures à l'échappement, c'est fait. Maintenant, on appelle Jean Puceau.
Intéressant. J'ai tracé mes diagrammes de calage de cam d'origine. Donc ce diagramme, il représente ma cam d'échappement, ma cam d'admission avec leur ouverture maximale, les angles où ça apparaît l'ouverture maximale, le fameux point de la branlette ultime. Donc au point mort haut, on voit un croisement qui est d'ailleurs très faible, 0,46 à l'admission et 0,30 à l'échappement. Ça fait pas beaucoup de croisement pour un moteur à Atmo, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, moi ce que je propose, c'est déjà mettre un tout petit peu plus de croisement et déporter un petit peu le graphique vers la gauche. Et d'ailleurs, problème, on constate la dissymétrie de ma soupape d'échappement et d'admission qui ouvre beaucoup moins. Putain, miskin, ça fait grave pitié. Ça fait autant pitié que moi quand je drague une meuf. Mon ouverture maximale, c'est de 9,35 et 8 pour l'échappement. Ah, c'est grave la honte. Faut faire quelque chose, surtout à l'échappement. Je sais pas quoi faire. Oh. Mama, garu dracule, cum puteți Dumnezeu nu știi ce să faci, mă? Ai 9 mm la admisie. De ce dracu nu e o admisie? O pui la eșapament. Gata. Oh putain, j'ai un plan. Après avoir communiqué avec mes grands morts, j'ai une idée du démon. Un arbre à cam qui soit à l'admission, à l'échappement, c'est la même chose, c'est juste orienté différemment. Bon là, vous allez me dire, le profil, c'est pas tout à fait le même, blablabla, ouais, d'accord, on s'en fout. Concrètement, vu que j'ai un autre moteur en rab, j'ai un arbre à cam d'admission en rab, et si je prenais cet arbre à cam d'admission et je le foutais à l'échappement de ce moteur, je gagnerais genre 1 mm de lift ou plus. Par contre, mes arbres à cam, ils sont chez Pompon. Et Pompon, il est à 150 km. Serait-ce un prétexte pour aller rejoindre Pompon? Oui. C'est pas Pompon, ça. Bah, il est où le pomponnet? Moi, il est où? Moi, il est là, le petit pompon. Mon oui. Mais il est fluffy, le pomponnet. Pouet. Je dévie de mes objectifs. Je disais, il me fallait des arbres à cam, et mes arbres à cam, ils sont tous dans ce bordel ici. Voilà donc tous les arbres à cam que j'ai récupérés chez Pompon. Donc Pompon commence à devenir un sacré Zetec Daddy. Ça c'est des arbres à cam de Focus MK1 de 2000 à 2005 ou 2006, un truc comme ça. Alors que ce moteur c'est un Silvertop qui date des années 90. Donc clairement c'est 10 ans de plus d'architecture, mais normalement, et franchement, quand on prend ces arbres, on les met côte à côte, ça se ressemble. Alors est-ce que ça s'assemble? On va voir ça tout de suite, mais si ça marche, c'est extrêmement insolent parce qu'on va gagner genre 1,35 mm de lift en dépensant 0. S'il te plaît. Oh oui! Mec, mais c'est tout pareil, hein. Les alaisages sont bons. L'épaisseur du lobe est bonne. C'est parti. Oh yeah, boy! C'est remonté, c'est recalé. Forcément, quand on regarde les repères maintenant, vu que c'est deux arbres d'admission, ben c'est plus aligné parce que c'est mis retourné. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever toutes les levées. On va retracer un diagramme Excel et voir du coup comparer avec l'ancien pour voir ce que j'ai gagné. Ici en orange, on a l'ancienne courbe d'échappement toute pourrie qui fait grave pitié, sûrement pour des histoires d'émissions, de pollution, d'écologie, machin. Et en jaune, la nouvelle cam qui s'identifie comme une cam racing. D'ailleurs, pour rigoler, j'ai cherché chez 4Cam s'ils font des arbres à cam avec les mêmes specs. Et oui, j'ai trouvé quasiment les mêmes specs chez 4Cam. Donc 9,5 mm de levée, même croisement, même calage, etc. Donc c'était un mois de délai de livraison, 600 €. Racing Sport mes couilles. Donc à partir de là, ragera qui voudra. Chez moi, c'était gratuit. Et on a fait du recyclage.
Bloc 2 litres Ford Clio RS, totalement fini, remonté et prêt à prendre 2 barres dans sa tronche. Tout ce qui manque, c'est le prendre, le mettre dans la voiture et ça, on va le swapper dans la prochaine vidéo et on va constater le niveau de satellisation. Pour fêter ça, je dis pour fêter ça comme tous les autres youtubeurs, putain ça sert à rien, je fête rien du tout, c'est simplement parce que vous m'avez harcelé sur Instagram. Concrètement, j'ai fait fabriquer les stickers que vous m'avez le plus demandé, les stickers ratons et les stickers maxicum. Il y en a des noirs, il y en a des translucides, ceux-là sont translucides avec l'écriture en blanc, tu les colles sur ta bagnole. Donc maxicum et le meilleur c'est celui-là, c'est tombé du camion, le bon gros raton du ghetto. Donc voilà, vu que je ne suis pas un gros rat, je vais vous vendre 2,50 € le sticker parce qu'on n'est pas des putains de rats sur cette chaîne. Par contre, tu te doutes bien qu'à 2,50 € le prix de fabrication du sticker, l'envoi par la poste et tout, au final je suis perdant, tu vois, je perds des sous. Donc ce que je vais faire, je fais une enveloppe où je vous en mets 4. Je mets 4, 2 ratons, 2 maxicum ou 3 ratons à maxicum, peu importe. C'est sur mon Tipeee, il y en a 50 exemplaires, j'en vends 4 à la fois, des packs de 4. Donc voilà, t'as compris, première arrivée, premier servi. Ça va être ultra chiant pour moi de faire les lettres, mais c'est pour vous faire plaisir et moi ça me fait kiffer de vous vendre surtout celui-là, il est incroyable. Et donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé les combos de techniques roumaines improbables pour sortir des chevaux avec 0 € et on se retrouve très bientôt dans 2 semaines.